Bien, alors, bonjour tout le monde. L'objectif aujourd'hui, c'est de avancer sur les corrections des TD. J'ai préparé la correction de l'exercice 3, donc on ira très vite. Il s'agit d'un système pi uniquement contenant des carbones. Donc normalement, vous l'avez, vous l'aviez préparé, je vous avais demandé de le préparer en avant, et il ne pose pas vraiment de difficulté. Nous allons après enchaîner avec l'exercice 3 de la page 17 du TD5 qui reprend un peu le pyrrole. Puis nous ferons l'exercice 4 de la page 18. Adjo, ton micro. Et donc, à partir de là, je pense que avec un peu de chance, on avance un peu sur le chlorobenzène. Mais l'idée, c'est que pour la dernière séance la semaine prochaine, vous ayez travaillé le chlorobenzène et la première session de 2015. C'est-à-dire en gros tout ce qui est substitution électrophile aromatique. Et que ce soit la partie 1 et la partie 2. Donc ça c'est un examen, ça vous permettra de vous étalonner par rapport au reste des autres examens. Donc, la méthodologie avec UCL. On est sur un système à 6 atomes. Donc, pour compter le nombre d'atomes qui participent au système pi, on prend que ceux qui participent au système pi. C'est-à-dire que s'il y a un CH3 et qui participe à un effet d'hyperconjugaison qu'il est dedans, on va le compter. Et chacun apporte au mieux une orbitale. Enfin, ils apportent tout le temps une orbitale. Par contre, le nombre d'électrons, lui, est variable entre 0, 1 et 2. Ici, chaque carbone du système est un carbone sp2. Il apporte chacun un électron. Il y a donc 6 électrons pi. Voilà. Le déterminant séculaire, c'est une colonne 6 par 6, parce qu'il y a 6 atomes. Il n'y a que des carbones sp2, donc c'est des alpha partout en diagonale, alpha moins epsilon. Et par contre, donc là ici, il ne faut pas se faire avoir. Le carbone 1 touche le carbone 2 et 3, donc il y a bêta et bêta là. Le carbone 2 touche 1 et 3. Le carbone 3, lui, touche bêta, le C1, C2 et le C4. Donc il y a 3 bêtas sur la même ligne. Pareil pour le C4, etc. Ça nous donne 6 orbitales. On voit bien que l'orbitale la plus basse est à alpha plus 2,41 bêta. Elle est positive partout et elle a des gros coefficients au centre. Donc on voit que c'est beaucoup la double liaison centrale, mais c'est liant partout. La deuxième orbitale, elle, est sous forme de 2 triangles avec une interaction antiliante au milieu et tout le reste ici c'est liant. Donc on a 1, 2, 3 liantes, 4, 5, 6 liantes pour une antiliante. Elle est vraiment globalement liante. La troisième orbitale est occupée. Elle est liante sur les carbone-carbone du centre, carbone-carbone extérieur, mais antiliante en fait entre ces trois doubles liaisons. Donc on a 4 antiliantes pour 3 liantes, et effectivement cette orbitale est globalement antiliante. Elle est occupée, mais elle a une énergie alpha moins 0,41 bêta. Donc elle a une énergie plutôt haute. Puis nous avons deux orbitales qui sont dégénérées, c'est-à-dire qui ont la même énergie. En fait, les orbitales LUMO ici sont dégénérées et c'est une antiliante totalement localisée à gauche ou à droite. Et finalement, l'orbitale la plus antiliante, là, elle n'est pas entièrement antiliante, mais c'est principalement la double liaison centrale, d'ailleurs. Ça nous fait une énergie totale de alpha plus 2,41 fois 2 électrons, alpha plus 1,73 bêta fois 2 électrons, alpha moins 0,41 fois 2 électrons. Donc c'est pas parce qu'elle est négative qu'on la compte pas, il y a bien 2 électrons dedans, donc effectivement, ça nous donne une énergie totale de 6 alpha plus 7,46 bêta. L'énergie localisée.
du bicyclopropène, ce sont 3 doubles liaisons séparées. Donc là, ici, on voit, je vous ai mis, en fait, pour la topologie, je vous ai plutôt mis la version de Ulysse, c'est-à-dire la version de Uckel, où elle, il y a des pointillés. Ici, là, dans la version totalement localisée, il n'y aurait pas du tout d'interaction entre ces 3 doubles liaisons. Donc on a l'énergie de 3 doubles liaisons. 6 alpha plus 6 bêta. Ça nous fait une énergie de résonance plutôt en faveur d'une énergie délocalisée pour 1,46 bêta. C'est moins que 2 bêta pour le benzène. C'est-à-dire que pour le 2 bêta du benzène, c'est 6 électrons-pi. Là aussi, on a 6 électrons-pi. On sent que c'est moins résonant. Formellement, pour discuter de la aromaticité, nous avons vu que la référence, c'est une forme ouverte. Alors là, se pose une question. Quelle ouverture, sachant que là, on a 2 cycles. Donc normalement, on devrait ouvrir les 2 cycles. Donc je suis allé chercher l'énergie Uckel de l'hexatétratrienne. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas du tout de cycle. Et on a 6 alpha plus 6,99 bêta. D'où, effectivement, là, l'énergie 7,46 bêta est plus basse, elle est plus stable sous cette forme-là que totalement ouverte, mais la différence s'amenuise. Donc là, ici, n'empêche qu'au final, le bicyclopropène semble être aromatique. Le bicyclopropène ne va pas tout seul devenir un benzène, parce que ça veut dire que l'implication concernant le système sigma serait très importante. C'est-à-dire que en termes de système pi, il préférait être un benzène, mais il y a des liaisons sigma carbone-carbone et il n'y a pas même le même nombre d'hydrogènes, donc il n'y aura pas une transformation automatique et toute seule du bicyclopropène en benzène. Ce système est intéressant parce que même s'il n'y a que des carbones, on arrive à avoir une charge atomique non nulle. Pour le carbone 1, 2, 5 et 6, hop, attendez. Non, là le calcul n'est pas bon. Donc, la charge du carbone 1, carbone 2, carbone 5 et carbone 6 est légèrement positive. On a 0,11 de chaque côté. Et sur la partie C3 et C4, on a une charge négative. Alors en termes d'orbital, ça se voit notamment ici. Nous avons des électrons hauts en énergie, plutôt antiliants, qui se retrouvent beaucoup sur C3 et C4. Et en fait, c'est cette densité électronique qui est supplémentaire par rapport en termes de rééquilibrage, on va dire, qui fait que il va les concentrer là. Les mettre sur les extérieurs, ça voudrait dire les mettre encore plus haut en énergie. À partir de là, on a donc quelque chose qui est légèrement négatif ici, des delta- et des delta+ ici, ce qui entraîne une certaine réactivité. En termes d'indice de liaison, les C1, C2, C5, C6 est égal à 0,89. C1, C3, C2, C3, C4, C5, C4, C6, c'est 0,29. Et C3, C4, 0,79. Donc en fait, les deux liaisons les plus fortes sont ici, puis ici, et clairement celles-ci ne sont pas des vraies doubles liaisons. On est plutôt sur 0,30, on va dire 30% d'une double liaison. Si on compare avec un butadiène, où on avait ici 45%, on voit bien qu'ici, là par exemple, la résonance est moins prononcée là. Voilà. Donc là ici, vous avez répondu à combien y a-t-il d'orbitales moléculaires, combien y a-t-il d'électrons, écrire le déterminant, retrouver les énergies, dessiner les orbitales dans un diagramme, calculer l'énergie de résonance, discuter de la stabilité du composé, comparer avec le benzène,
avec le polyène linéaire qui est l'hexatriène. D'accord? On a conclu et on a discuté des populations de recouvrement et à la limite des charges. Donc là ici, moi là, je vous ai écrit le résultat et j'ai discuté à l'oral, mais il suffit d'une phrase ou deux. Il faut dire, là par exemple, on remarque que pour un système entièrement carboné, il y a des charges atomiques. On a une répartition assez inhabituelle par rapport aux autres composés qu'on a pu voir en TD. Ça me convient en termes de discussion. Alors, pour ta question Solène, on remarque que la colonne 4 et 5 ont même énergie, que ce sont les deux premières orbitales qui n'ont pas d'électrons. Donc en fait, si tu veux, ça c'est la LUMO, ça en termes d'informatique c'est la LUMO plus 1, mais pour nous, chimiquement, ces deux niveaux-là sont des niveaux LUMO, puisqu'ils ont rigoureusement la même énergie. En fait, on dit que la LUMO, dans ce cas-là, elle est dégénérée. Par contre, c'est vrai que l'ordinateur, lui, sait pas ça, donc il l'appelle LUMO plus 1, et celle-ci, il l'appelle LUMO plus 2. Et chimiquement, je pense que celle-ci, en fait, on devrait toujours l'appeler LUMO plus 2. Enfin, en fait, on ne le lit pas. Souvent, on travaille avec les homolumo, et on dit, tiens, la LUMO est dégénérée. Et on ne se pose pas la question de dire, au fait, tu l'appellerais comment, celle qui est juste au-dessus? La plus 2 ou la plus 1? Si jamais tu veux faire bugger un prof en chimie théorique ou en diagramme comme ça, tu peux utiliser cette carte-là. C'est informatiquement, lui, le compte, il augmente. Donc là, c'est LUMO plus 1. Et là, c'est la LUMO plus 2. Mais chimiquement, si on dit que ça, c'est tous les deux la LUMO, bah, celle-ci, c'est celle qui est au-dessus, ce serait la LUMO plus 1. Mais comme avec l'ordinateur, ça ne donnerait pas la même réponse. Voilà. Donc là, on a un système uniquement carboné. La dernière fois, nous avions travaillé avec le pyrrole. Dans le pyrrole, premier hétéroélément, ici c'est un azote qui participe avec 2 électrons, on a fait le diagramme, etc. Donc, comme on avait fait le pyrrole, je me suis dit, tiens, on va reprendre la suite, c'est-à-dire la première session 2013, qui est un complément, avec une approche type examen où les questions sont pas uniquement la méthode, diagramme, etc. Elles sont des fois, c'est un peu déguisé. Donc on vous dit cette fois-ci que nous allons travailler 3 hétérocycles différents. Nous avons le furane, le pyrrole, le thiophène. Je vais les remettre dans l'ordre, peut-être de gauche à droite. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Voilà, hop. Donc, le furane avec un oxygène, le pyrrole avec un azote et le thiophène avec un soufre. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a bien 2 doubles liaisons et que cet atome-là, ici, n'intervient pas explicitement dans une double liaison. Ce sont en fait des atomes, des hétéroéléments qui apportent un doublet non liant, conjugué. C'est-à-dire que là, l'azote ou l'oxygène ou le soufre, ils participent avec leur doublet. Et donc pour 2 électrons pi. Ça fait bien 6 électrons pi. Donc là, en fait, on a 3 systèmes différents, mais électroniquement similaires. Dans l'examen, on vous a dit, choisissez un des 3 cycles. Donc en gros, ici, j'attends qu'on me mette un azote, d'accord, et alors au passage, normalement, c'est d'ailleurs le N1, si on veut suivre la numérotation. Mais là, j'ai recopié en fait la solution du tableau et de l'exercice précédent. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me mette bien quelle liaison, quel carbone est lié à quel carbone. N'hésitez pas à me remettre la numérotation dans votre copie. Et de m'indiquer correctement que cet azote
c'est bien le alpha n qui correspond au bon alpha n, donc au alpha n avec 2 électrons pi. Hein. Donc là, si vous me mettez alpha plus 0,51 bêta, ben, ça ira pas. Et ici, le bêta Cn, il faudra bien me mettre le bon. Ici, l'azote qui participe avec un doublé, il fait des liaisons 0,89 bêta, alors que celui qui est avec un électron pi, c'est une vraie double liaison, elle est plus forte et elle est à 1,02 bêta. Donc là ici, c'est pas dur. Si vous trompez sur le bêta, si vous trompez sur le alpha, le diagramme il est tout faux. Souvent le diagramme il vaut 1 point et chaque erreur tu enlèves 0,5. Alors je dis pas chaque type d'erreur, c'est-à-dire que si jamais tu t'es trompé sur un bêta entre un atome et l'autre et un autre atome et l'autre, tu perds 0,5 pour ce type d'erreur. Mais si par exemple tu oublies de mettre les epsilon, tu perds 0,5, etc. Si jamais il y a 4 erreurs, ça reste 0. Vous n'avez pas moins 1. J'ai recopié le diagramme. Mais là, explicitement, on ne vous en parle pas. On vous dit, que dire des résultats de Yukel? Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Donc là, ici, c'est pas le genre de question dont on peut répondre comme ça. Il faut faire le traitement de Yukel et à partir de là, sélectionner les informations que tu veux utiliser pour discuter de cette problématique-là. Donc on va plutôt dire, voilà, je regarde les diagrammes. Alors, on ne va pas les dessiner tous, on va juste les regarder. On remarque que la première orbitale, il y a toujours un gros lobe sur l'hétéroélément. Que les chiffres après sont pas exactement les mêmes, mais on a un peu cette proportion un peu plus gros et un peu plus petit là. Que la deuxième orbitale est assez similaire entre le pyrrole et le thiophène, mais différente sur la partie du furane, c'est-à-dire que là, il n'y a presque pas de coefficient sur le pyrrole et le thiophène, alors que dans le furane, on a en fait un coefficient qui est plus gros. Donc cette orbitale-là, elle varie entre les trois. Puis, nous avons rigoureusement la même chose pour l'orbitale C. C'est-à-dire que la HOMO, c'est rigoureusement la même chose à la même énergie. La LUMO, elle a du caractère sur les hétéroéléments, et on a un peu ce gros coef ici, là, tout le temps, mais en fonction de l'hétéroélément, les chiffres varient. Et la LUMO plus 1, elle, est rigoureusement identique dans les trois cas. Alors, la HOMO et la LUMO plus 1, elles sont identiques parce que, comme l'hétéroélément n'intervient pas, c'est en fait une orbitale du système pi du butadiène, et peu importe l'hétéroélément, en Yukel, il aura la même valeur. En réalité, c'est pas vrai, puisque ici, comme il y aura des liaisons sigma, il y a une densité électronique qui sera légèrement différente, ça va impacter tous les autres électrons, et donc, mais dans Yukel, quand on considère que le système pi, là, il n'y a pas l'hétéroélément, ben, cette orbitale, elle est identique. Et comme il s'agit de la HOMO, ça peut avoir un impact non négligeable sur le côté donneur de la molécule. Donc là, ici, dans les trois cas, c'est le même donneur. Par contre, les propriétés acceptrices ne seront pas les mêmes puisque l'hétéroélément ici intervient dans la LUMO. Donc dans la discussion, on peut mettre ça. Alors, hop. N'hésitez pas après si vous avez proposé d'autres choses sur votre commentaire.
Bien. Quel est le cycle le plus stable? Avec un stable entre guillemets. Donc là, on va se poser certaines questions. On a... Alors, juste ici, je voudrais mettre quand même 3 systèmes différents, mais isoélectroniques. Même nombre d'électrons pi et même type de structure. Voilà, oui. Pour la partie cycle le plus stable, on pourrait déjà regarder l'énergie totale de Yukel et les énergies localisées dans les 3 cas pour comparer un peu les énergies de résonance. Hop. Donc là ici, pour le furan, on a 2,5. Voilà. 48. 383. 0,618. Pour les doublés non liants, à chaque fois vous avez la version qui est là. Alors hop, on va les faire ici. Hop. Pour éviter une erreur de calcul. Donc ainsi que la 5, on modifie ici. On va commencer par le furan. Et donc on a 6 alpha plus 9,10 bêta. Bêta. Et quand on génère la mésomérie, il nous conseille, il nous dit, voilà ici, nous avons elle est là, voilà. Ça c'est la forme mésomère localisée la plus logique, et elle a comme énergie 6 alpha plus 8,18 bêta. Bêta, et en fait c'est bien la somme de 4 alpha plus 4 bêta plus 2 fois le alpha d'un électron sur un oxygène avec un doublé, donc c'est 2,09 bêta. Donc là on a 9,10 moins 8,18, on a 0,92 bêta de résonance. Et on va comparer avec les autres valeurs. Donc là on avait 1,46 pour le pyrrole. Et on va comparer avec le thiophène. Donc le thiophène s'est fait 2,022, 1,055 et 0,618. Donc ici, je suis là, je supprime ma mésomérie, je peux de nouveau modifier mon système. Et on a dit que c'était le soufre. Est-ce qu'il connaît? Soufre, il connaît. Voilà. On a donc une énergie de 6 alpha plus 7,39 bêta. 7,39 bêta. Et donc DNL de O, DNL de S. Et le doublet non liant du soufre est à 1,1 bêta. D'accord. Donc D3 c'est le moins électronégatif. Et quand je génère ici la mésomérie,
j'ai bien le même type de mésomérie, avec cette fois-ci comme énergie 6 alpha plus 6, 22 bêta. 6, 22 bêta. Ce qui me fait 7,39 moins 6,22, 1,17 bêta. Donc là, ici, si on compare l'énergie totale du système pi, bah, le Furan en fait, c'est celui qui a l'énergie la plus basse. Mais là, c'est juste, bah, j'ai regardé la somme de tous les électrons et ça me donne une valeur. Cette valeur-là, elle est tirée vers le bas parce que l'oxygène est électronégatif et que donc effectivement son doublé. Alors, pourquoi il n'y a qu'un seul doublé non liant pour l'oxygène et le soufre? Parce qu'en réalité, l'autre doublé non liant, il n'est pas conjugué. Il est perpendiculaire au plan. C'est pareil pour le chlore. Dans le chlore, tu as 3 doublés, mais à chaque fois, il n'y en a qu'un seul sur les 3 qui peut se conjuguer. Les deux autres, ils ne seront pas dans la bonne direction. Chaque atome ne peut intervenir dans le système pi conjugué qu'avec une seule orbitale moléculaire. Ce qui se passe, c'est que pour le chlore, par exemple, il suffit qu'il tourne le chlore, et donc il y a un des doublés qui était aligné qui ne sera plus aligné, mais tu en auras toujours un qui va pouvoir s'aligner. Donc si tu imagines en fait le système un peu en trépied, eh ben, tu tournes et il n'y a que le doigt qui est vers le haut qui se conjugue. Et en fait, il suffit que tu tournes et tu auras toujours l'équivalent d'un doigt qui se conjugue. C'est-à-dire qu'en gros, un chlore participe toujours avec un doublé. Et là, ici, dans l'oxygène, eh ben, tu as un oxygène qui, lui, va pouvoir, un doublé qui va pouvoir se conjuguer, mais pas l'autre. Alors, pour ça, ce qui serait pas mal, c'est que, est-ce que par hasard, vous avez l'orbitale frontalière calculée? Est-ce que j'ai fait ce cycle-là? Oui. En page 28, hop, page 28, en fait, tu as 1, 2, 3, 5, quatrième ligne, tu as les orbitales du Furan, et tu vois sur l'orbitale la HOMO-1 ou sur la LUMO, tu as exactement le même type d'orbital que ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois là une orbitale P qui n'intervient pas avec les autres, et ça c'est le doublé de l'oxygène, de l'azote et du soufre qui se mélange au système pi. Et l'autre orbitale, eh ben, pour l'oxygène et le soufre, il est dans la direction du NH ici. C'est-à-dire qu'on a un doublé qui lui est perpendiculaire au système pi et qui est plutôt du côté sigma. Merci d'avoir posé cette question. Alors, hop, dans les commentaires, on va justifier ici. Donc, en termes d'énergie pi totale, le Furan est le système le plus stable, entre guillemets, car O plus électronégatif. Mais le système le plus résonant, c'est le pyrrole. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, ah bah tiens, N est moins électronégatif, il va donc mieux se mélanger. Ah ben le soufre, il est encore moins électronégatif, il aurait pu encore mieux se mélanger. Mais les interactions entre le carbone et le soufre sont moins fortes. On voit que ici, l'interaction ici entre le carbone et le soufre, c'est 0,69 bêta dans les paramètres de Yukel. Pour l'oxygène, c'est 0,66, alors que pour l'azote, c'est 0,49.
bêta CN. Hop. Voilà. Ce qui veut dire qu'a priori, le système qui serait le plus stable, d'accord, ou en tout cas dont les électrons pi sont les plus stables, les plus résonnants, ce serait celui du pyrrole. Nous avons ensuite une question qui s'appelle « Quel est le diène le plus riche des trois ?» Sachez que, au passage, ça fait référence à la deuxième session 2011, exercice 4, qui s'appelle « Ah, si j'étais riche ?» où il y avait la même question « Ah, qu'est-ce que c'est qu'un diène riche ?» Alors, un diène riche, c'est la quantité d'électrons qu'il y a dans cette zone-là. C'est-à-dire que là, si on compare un butadiène et le furane, le pyrrole, le thiophène, lequel est le plus riche? Donc, hop, ici, richesse du diène égale quantité d'électrons sur les carbones. C'est-à-dire en fait, sans changer la taille s'il te plaît. Voilà. Donc là ici, l'idée ce serait plutôt de regarder les indices de liaison, par exemple, la somme des indices de liaison qui est là. En gros, on voudrait comparer ici la quantité d'électrons qui est là. Alors, soit on calcule indice de liaison, soit en un seul calcul, on pourrait avoir l'information. Est-ce que qui a répondu à cette question et comment? Plus la charge sur l'hétéroélément est petite, plus le diène est riche. Quelle est la charge? As-tu calculé la charge sur les hétéroéléments? D'accord. Donc on va comparer comme ils nous l'ont demandé après, on va dire, on va calculer la charge sur les hétéroéléments, puis on va la comparer. Ok. Alors, ici, quand vous avez le soufre ici, si on calcule la charge, non, ça c'est de la mésomérie. Donc la charge en mésomérie, il n'y en a pas. Par contre là, ici, vous avez une charge de plus 0,3. Donc, QS égale à 0,3. Vous devez trouver, pour un atome qui participe avec un doublé, une charge positive. C'est-à-dire que le doublé se délocalise sur le système pi. Hop, on va en profiter. C1, C2,
qui est égal à P C3 C4. Et on va faire P C2 C3 et va faire somme voilà. Donc ici nous avons 0,79 0,55 0,79 0,55. Donc là ici ça nous fait 0,79 plus 0,55 plus 0,79 2,13. Hop, alors je vais comparer avec le butadiène. Comme ça on va pouvoir après discuter. Supprimer toutes les mésoméries. Comme ça je peux modifier. Donc là on va sur NH. Le NH, on a une charge de 0,35. On a des indices de liaison de 0,77 et 0,57. N 35, 0,77 et j'ai oublié 0,57. Donc on a augmenté un peu l'indice de liaison entre C2 et C3 et diminué entre C1 et C2. Et donc là ici ça doit faire 0,77 plus 0,77 plus 0,57. 2,11. Puis nous terminons avec la version Furan. La charge est de 0,15 et on a 0,84 et 0,51. Ce qui me fait 0,81, 0,84. 0,51. 2,19. 2,19. Bien. On va comparer avec le butadiène. Donc le butadiène, voilà, on va juste faire ça. Voilà. Alors, comme ce sont des atomes qui participent pour 2 électrons, tu dois faire 2 moins la quantité d'électrons ici. Donc c'est ce coefficient fois 2, enfin ce coefficient carré fois 2, ce coefficient au carré fois 2, et ici 0 fois 2 au carré. Donc c'est le calcul habituel de la charge, hein. C'est-à-dire que là, on va calculer le nombre d'électrons fois le coefficient carré. Donc les Ni par orbital, tu les as. Et il en apporte 2, donc là c'est bien 2 moins, et cette charge-là. C'est pour ça que d'ailleurs, quand je vous pose la question combien il y a d'électrons dans le système, etc., c'est absolument pas pour vous piéger, c'est pour bien vous faire comprendre que si tu pars avec une mauvaise quantité d'électrons pi pour un atome donné,
tu vas pas avoir les bons résultats après. Alors pour le butadiène, on avait 0,89 et 0,45. 0,89, 0,45. De 23. Alors, ici, quand on regarde la quantité d'électrons entre les 4 carbones, enfin sur les 4 carbones, c'est-à-dire en gros on fait l'indice de liaison ici, l'indice de liaison là et l'indice de liaison là, on voit que la somme totale, d'accord, c'est souvent plus que ce qu'on attend. Déjà, rien que pour le butadiène, c'est plus que 2. Et je l'ai mis ici juste pour référence. Là, il n'y en avait pas besoin. Mais en tout cas, ici, il y a plus que 2 liaisons pi, parce qu'il y a une forme de résonance. Donc, c'est des pointillés. Et quand on fait la somme de tout ça, comme ils se conjuguent, comme ils se mutualisent, c'est comme s'il y en avait plus, en fait. Ça donne un effet de résonance et de délocalisation. C'est, en gros, tout le monde participe et a l'impression d'avoir plus de couverture qu'avant. Il y a plus de monde sous la couverture, et donc tout le monde a l'impression de profiter de plus de couverture qu'avant. Donc on est à des valeurs supérieures à 2. Et finalement, celui qui est le plus riche, c'est le furane. Mais on aurait pu dire, bah tiens, je regarde plutôt combien je donne par l'hétéroélément, et celui qui est le plus chargé, c'est le pyrrole. Mais alors, pourquoi ça ne corrèle pas? C'est-à-dire que si lui, il perd plus d'électrons, pourquoi ils ne sont pas dans le butadiène? Pourquoi c'est pas lui le butadiène le plus riche? C'est le furane. Ah pardon, et on additionne. Hop. La charge de l'hétéroélément, l'hétéroatome. Mais attention, le problème c'est que il donne de la liaison pi, mais sur ces deux liaisons là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ici que les indices de liaison vont changer pour des systèmes chargés comme ça. C'est-à-dire que là, quand on compare, on a 0,32, 0,48. D'où l'azote donne plus d'électrons, mais ces électrons, quelque part, ils ne vont pas plus loin qu'à la première liaison, celle qui correspond déjà entre la CN. Donc ce qui veut dire, c'est que le pyrrole, c'est celui qui résonne le plus, non pas parce que le diène est plus riche, mais parce qu'au contraire, ça forme un vrai cycle où il y a des liaisons plus fortes partout, alors que quand on regarde ici sur le furane, on a ici une bien... Enfin, on perd de la délocalisation, et donc on concentre un peu plus là, et lui, sa charge, il en donne un peu moins, mais lui, en tout cas, ça donne quelque chose qui est plus riche. Que sur le butadiène. Donc, quand on va dire... Alors, c'est quoi? Ça vient d'où cette discussion de la richesse du butadiène? C'est qu'un diène enrichi va être plus réactif pour une Diels-Alder.
Comme la Diels-Alder, c'est un diène avec un diénophile, c'est-à-dire en fait deux doubles liaisons conjuguées avec un, avec un système où il y a une simple liaison, et ben dans ce cas-là, en fait, la version Furane, c'est la plus réactive. C'est le système le plus riche, c'est celui qui sera le plus réactif. Et il est d'ailleurs en fait plus réactif que le butadiène, qui est pourtant plus riche encore, mais dans le butadiène, tu as une forme cis et trans, alors que dans le furane, tu as plus de forme trans. Donc tu sais de toute façon qu'avec le furane, les deux doublaisons sont déjà dans la bonne configuration pour faire une Diels-Alder. Dans la question d'après, si la formule brute n'était pas écrite près des résultats, comment retrouver quel déterminant correspond à quelle molécule? Ou en tout cas, quel tableau, par exemple, correspond à quelle molécule? Qu'est-ce que vous avez proposé comme solution? Donc là, surtout, ça a été vache parce qu'en fait, quand on a copié la personne qui a copié le tableau, entre guillemets moi, j'ai pas réactualisé l'hétéroélément. Donc c'est marqué OOO, alors que c'est pas logique. Donc c'est pas cette information-là qu'il faut prendre en compte. Donc c'est presque parfait, Antoine. Plus l'énergie de l'orbital est basse, plus l'élément est électronégatif. Mais ça dépend de quel orbital tu parles. Donc, plus l'énergie de l'OM qui implique l'hétéroélément, ici la première, est basse en énergie, plus l'atome est électronégatif. D'accord? C'est-à-dire que là où il y a le plus de contribution de l'hétéroélément, c'est proportionnel, enfin c'est lié à l'électronégativité. Bon, ça marche au passage aussi à la deuxième. Dans la deuxième, il y en a aussi. Donc en gros, dans l'ordre, la plus basse, c'est celle qui a le plus de bêta, donc c'est le alpha le plus grand, c'est le furane, puis le pyrrole, puis le thiophène. Et la deuxième, c'est pareil. Par contre, la homo, c'est pas le bon plan. Comme la homo, il n'y a pas d'hétéroélément dedans, et ben en fait, elle a toujours la même énergie. Pour l'exercice 4 de la deuxième session 2011, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez comparer le butadiène, la version avec une amine, et la version avec un système ester. Et là, le truc, c'est que vous allez comparer la charge P, enfin l'indice de liaison P12, P23, P34, et vous allez faire la somme des trois et comparer. Et donc là, ici, l'azote, il va donner de la quantité d'électrons au système pi, mais ça va être principalement
en fait P25 qui va être enrichi. Alors que là, ici, attention, dans la version, quand vous allez faire, hop là, on va faire tout supprimer, créer. Donc ici, je reprends dans l'ordre. 4. 5, ça va être un oxygène carbone. Hop, modifier. Donc ça, c'est un oxygène. Et là, c'est un oxygène à 1 électron. Donc ici, là, vous avez un système où vous avez un doublé non liant de l'oxygène qui participe, c'est l'atome 5. Et ici, un seul électron qui participe, parce qu'il est déjà dans la doublaison CO. Donc là, c'est un oxygène à 2 électrons. Et là, c'est un oxygène à 1 électron. Si l'atome est dans une doublaison, c'est un atome à 1 électron pi. S'il n'intervient pas explicitement avec une double liaison, soit c'est sa lacune électronique, soit c'est son doublé non liant. Un des doublés non liants. Quand on va regarder ici, les charges, on voit que cet atome-là est donneur. Hein. Tous les atomes qui participent avec un doublé non liant, ils perdent de la quantité d'électrons dans le système pi. Hein. O2, il a une charge positive dans Ukel uniquement. C'est la charge mésomère. Comme il est attracteur, hein, en fait, il va se rattraper sur le système sigma, dans les liaisons sigma. Mais celui-ci, là, on ne l'a pas. Alors que lui, un oxygène à 1 électron, surtout un carbonyle, il va être delta-. Et là, on va avoir un atome qui va être particulièrement delta+, et d'ailleurs, voilà, il est en manque d'électrons. Ce qui veut dire que là, on aura un indice de liaison. Là, par exemple, on va faire 0,74 plus 0,55 plus 0,8. Ça fait 2,09. Donc ici, quand on va regarder 1, 2, 2, 3, 3, 4, on aura un indice de population de 2,09 et ça va être le plus bas. Donc ici, on a un système qui est appauvri. Il a été appauvri par la doublaison CO. Donc l'exercice 4 de la page 18, c'est en fait la même chose, un entraînement des matrices, déterminants, etc. Et travailler ici, là, donc sur quelles sont les données les principales pour pouvoir expliquer correctement lequel est le plus riche, lequel est le plus pauvre. Bien. On va terminer avec le chlorobenzène. Et en fait, ça va lancer notre étude sur la partie de la substitution électrophile aromatique ou la substitution nucléophile aromatique. Donc, hop, je vais reprendre ces diapos-là pour regarder les intitulés des... Hop. Chlorobenzène. Donc attention, c'est le 1-chlorobenzène. C'est-à-dire que le benzène, l'atome de chlore est accroché à l'atome 1. Alors, dans le 1-chlorobenzène, on a 7 atomes dans le système pi. Il y a donc 7 OA, 7 OM. Alors, non, Rima. Quand on va... Donc, les paramètres, effectivement, pour les hétéroéléments, sont de la forme alpha plus quelque chose en bêta. Et ça, c'est le alpha de cet atome-là. Et après, on va avoir une version qui est un certain nombre de bêta. D'où, là, ici, tu vois, si tu es en HX et que tu as juste une valeur, c'est la quantité... alors que l'autre, c'est marqué KCX. D'accord ? Donc, le KCX, c'est par exemple l'interaction bêta-CN, c'est 0,89 bêta. Bêta C doublaison N, c'est 1,02 bêta. Et la première colonne, c'est la quantité de bêta que tu dois mettre dans alpha
pour retrouver le alpha de cet atome. Donc le alpha n 2 électrons, c'est alpha plus 1,37 bêta. Les carbones sp2 apportent chacun un électron pi. Le chlore participe avec son doublé. Il y a donc 8 électrons pi. Donc là, on va avoir besoin d'une matrice à 7. Donc déjà, on va l'écrire plus petite. J'ai déjà fait une matrice à 6 tout à l'heure. Voilà. Écrit plus petite. Hop. En train de faire une bêtise. Je vais insérer d'abord. Virer la partie énergie de cette diapo là, ça ne rentre plus. On va se débrouiller là. Il manque une ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cl. Donc ici, l'atome 1, il est lié à l'atome 2 et 5, et 6, pardon, et le chlore. Sauf que cette fois-ci, on a un bêta Cl de 0,62 bêta. L'atome 2 est lié à l'atome 1 et 3. Alors, hop, je vais le dessiner, ça va être quand même plus propre. Chlore. Voilà. À partir de là, on va l'enregistrer. Voilà. Donc ici, hop, l'atome 2 est lié à 1 et 3. L'atome 3 est lié à 2 et 4. L'atome 4 est lié à 3 et 5. L'atome 5 est lié à 6, à 4 et 5. Et il touche pas là. Et il touche pas là. Et l'atome 7 n'est lié qu'avec l'atome 1.
je ne suis pas sur la bonne case. Ok, donc ça c'est ma ligne d'après. Et lui, il n'est lié que avec lui. C'est 0. C'est 0. Alors, je vérifie, il me manque ici alpha CL. Donc c'est alpha plus 1,48 bêta. Bien, merci. Okay. Voilà. Voilà. Donc là, tac, c'est 2, c'est 6, c'est 1, c'est 3, c'est 2, c'est 4, c'est 3, c'est 5, c'est 6, c'est 6, c'est 5 et 1. Très bien. À partir de là, le diagramme. Donc, hop, je crois que j'explorerai, je mettrai les orbitales. Attends. Donc là, moi je vais représenter la HOMO et la LUMO principalement. On a 2,13, 1,60, 1, 0,82, puis moins 1, puis moins 1,05, raté, puis moins 2,202. 1, 2, 4, 6, 8, là où c'est celle-ci. Hop là, donc on a quelque chose au passage, vous remarquez, on n'est plus sur une forme de benzène. Et il est déformé. C'est-à-dire que là, ici, normalement, on devait avoir un truc qui était à moins 1, moins 1, moins 2, plus 1, plus 1, plus 2, et ça forme un hexagone. Et là, en fait, on a une liaison en plus. Donc ça ressemble encore un peu à un chlorobenzène inversé, hein, avec une Cl en bas, qui est très concentré ici, beaucoup de chlore là et beaucoup de chlore là. Et d'ailleurs, c'est plutôt le chlore qui s'insère ici, plutôt qu'autre chose. Puisque en fait le alpha, alpha Cl est à 1,48 bêta, donc il est à moins que 2. Donc là on a le benzène normal, on va dire, l'orbital pi, mais avec de la donation du chlore, participation du chlore. Là c'est le chlore tout seul, ou en tout cas majoritairement tout seul, et ça en fait ça change les orbitales HOMO et LUMO. D'habitude vous avez cette orbitale là et cette orbitale là, mais sans chlore, totalement dégénérée. Alors que là et là, les HOMO c'est pareil. Normalement, il y a celle-ci qui est la HOMO et celle-ci qui est la HOMO. Et maintenant, en fait, comme ici, il y a une interaction anti-liante avec le chlore, ça fait monter la HOMO. Comme le chlore est donneur pi, la HOMO monte en énergie et ça fait monter un petit peu
l'allumeau. Mais en fait, ça fait monter l'allumeau sur lequel le chlore intervient. Alors que là, ici, le chlore n'intervient pas, donc la vraie LUMO, elle ne change pas. Mais ça casse la dégénérescence. Donc, je vais juste sauvegarder ici, notamment. Hop, pas de numérotation. Un peu de dépertition, vous n'êtes que 34 aujourd'hui. Voilà, comme ça, il n'y a pas de doute. On va écrire ce que je voulais dire sur les OM. Le chlore casse la dégénérescence des homo et LUMO du benzène. Et ça, c'est fondamental pour comprendre les substitutions électrophiles et nucléophiles aromatiques. Bien, nous avons ça, et on va parler des charges. Ah, l'énergie du système pi, effectivement, et les charges. Donc, hop. C'est énergie. Donc, énergie totale de Ukel. On a 8 alpha plus 11,10 bêta. Il y a autant d'alpha que d'électrons. Générer un mésomérie. En mésomérie, on a celle-ci ou on a celle-ci. Et en fait, c'est juste les doublesons qui ont changé de côté.
c'est les deux formes mésomères limites du benzène, et sont à 8 alpha plus 8,96 bêta. Donc là on a 3 doubles liaisons plus un double non-liant du chlore. Et j'ai déjà oublié 8 alpha, autant d'alpha, 8,96 bêta. 8,96. Donc là ici on a 11,10 moins 8,96. Ça fait 2,14 bêta. C'est plus que le benzène. Attention. Là il y en a 8. Donc si on divise par 8, ça nous fait 0,27, soit 0,68 bêta par électron. Pi. Comparé aux deux benzènes, soit 2 divisé par 6, et ça fait 0,33. Alors, très bonne remarque, 8 électrons, anti-aromatiques. Ben, en fait, le truc, c'est que les 2 électrons du chlore, ils sont pas dans le cycle. Donc, la définition de Yukel, c'est quand les atomes sont dans le cycle. Et c'est le cycle qui est aromatique ou pas. Ce que l'on voit ici, tiens, ben, on va le noter parce que ça, c'est intéressant. En fait, les deux électrons pi du chlore ne sont pas tous dans le cycle. Il n'y a pas un cycle avec 8 électrons pi, anti-aromatique. Il y a un cycle avec un léger excès par rapport à 6, donc moins aromatique. Anti-romantique. Anti-romantique, non, c'était pas ça que je voulais dire. Anti-aromatique. Donc ici, quand on regarde ici le chlorobenzène, on regarde la charge, on trouve que le chlore, il est très légèrement négatif. Hop. Donc là, pour tourner, en fait, si vous faites la charge du chlore, il est plus 0,05. Donc si on compare à l'oxygène que l'on avait vu, etc., on a ici en fait un chlore qui est très peu donneur. Il est donneur pi. Il va faire un indice de liaison ici qui est faible, de 0,23. Et on pourrait calculer en fait le système ici, là, on pourrait regarder sur les charges. Donc là, ici, par exemple, ou sur l'indice de liaison, on pourrait faire ça à quel point il a enrichi. Donc on a 0,65 plus 0,65, c'est pour ces deux-là. 0,67 qui est là. Et 0,66. Donc ça fait 3,96. Alors que quand on enlève ici, en fait on est à 0,67 partout. Donc 6 fois 0,67 à 4,02. Donc en réalité, si on regarde les indices de liaison, le benzène est plus résonant, il y a plus de il est plus riche que le chlorobenzène. Ça veut dire que quand on a rajouté, en fait, quand on a créé le chlorobenzène, le chlore est donneur pi,
mais il donne dans la liaison Cl, et le benzène donne aussi pour alimenter, en fait, renforcer cette liaison-là. D'où, on le voyait d'ailleurs, le chlorobenzène en masse, ben, il ne casse pas ici. Il y a une liaison qui est plus forte qu'une simple liaison. Mais, par contre, ça affaiblit un peu le benzène. Et ça lui change un peu sa réactivité. Donc, dans les choses intéressantes pour la première session, quand vous allez regarder maintenant, qu'est-ce que c'est une substitution électrophile aromatique? Un électrophile, il va venir, il va aller taper sur une orbitale frontalière. Il veut des électrons, il va taper sur la HO. On peut remarquer que la forme de la HO ici est différente par rapport au benzène. Quand vous avez le benzène, vous avez en fait ces deux carbones qui sont plus gros et ce 4 là plus petit. Et normalement, en fait, comme la HO est dégénérée, il faut prendre en compte celle-ci. Donc quand vous comparez ça et ça, mais sans le chlore, la possibilité d'attaquer un des carbones avec la HO est de 33%. Vous devez faire la moyenne du taux de participation. Si là, en fait, vous faites sur l'ensemble des deux orbitales, vous avez autant de chances de taper les 6 carbones. Or, maintenant, avec le chlore, la HO, elle n'est plus dégénérée. Cette orbitale n'est plus la HO, c'est la HO-1, et la seule HO, c'est celle-ci. Or, de tous, les coefficients les plus petits sont ceux-là. 0,20,6. Donc 0,2 fois 0,2, hein, ça fait plus que 4% de chance de tomber sur ce carbone-là. Ça veut dire que là, ici, quand je veux attaquer, je vais tomber principalement sur lui ou lui. En fait, lui, cette position, elle est déjà occupée. Sinon, ce sera là. Sinon, ce sera là. Ce qui veut dire que, en fait, on voit bien que ortho, para, ok, méta, bof. L'électrophile, il aura moins de chances de taper sur le méta. Ça, c'est la partie recouvrement. Donc, vous voyez, là, on retrouve ce que l'on faisait en CC. J'ai un système, je regarde les orbitales frontalières, j'ai déterminé qui est le donneur, qui est l'accepteur. Là, on me dit c'est un électrophile qui attaque. Bon, ben, un électrophile, il attaque sur une HO. Là, ici, en termes de recouvrement, mauvais recouvrement sur les métas. Je regarde les charges. Et un système électrophile va taper sur les électrons là où il y a les plus grands delta-. Et ici, vous remarquez, les delta-, c'est moins 0,03, moins 0,03, moins 0,02. Celui-ci, c'est un delta+, donc non merci. Donc ici, les 3 carbones qui ont une charge, ce sont ceux-là. Donc là, ici, le chlorobenzène, comme il y a le chlore, il va orienter la réaction en para et en ortho. Ortho, para, directeur. Que ce soit en termes de recouvrement orbitalaire ou en termes de charge. Et le méta, lui, se retrouve en fait limité par le recouvrement et inchangé en niveau de la charge. Dans la première session, alors, si la HO et la HO-1 sont vraiment très proches, oui, on pourrait dire que celui-ci, il est possible. Mais 0,82 bêta, c'est différent de 1. D'accord? C'est pas des électronvolts. Mais si on considère que 1 bêta, c'est la stabilisation d'une double liaison, 20% de bêta, c'est beaucoup en fait. Hein. Donc là, ici, quand tu as quelque chose qui est à 0,1 bêta différent, c'est différent. Donc en fait, là, la HO-1, elle ne réagit pas du tout. Ah, il n'a pas aimé, alors modifier. Si on prend un carbone sp2 et qu'on va lui mettre, alors, créer, et on lui crée, on modifie, on met un carbonyle, donc là on prend le benzaldéhyde. Dans ce cas-là, vous voyez que la HO, elle, est inchangée.
Donc lui, cette fois-ci, les deux, là, on est à 1 bêta et 0,99 bêta. Donc là, c'est les mêmes. Là, quand c'est à la deuxième décimale, on va dire que c'est la même. Et bien là, ici, on doit prendre cet orbital et cet orbital, on fait la moyenne, et on voit dans ce cas-là qu'il y a des chances d'arriver en méta. Et en termes de charge, on aura du delta plus, delta plus, delta plus. Donc là, ici, en fait, l'aldéhyde va, faire que la homo, il y a des coefficients en méta, et il va faire plutôt ortho-para-désactivateur. Donc ça, c'est un des trucs, quand on dit c'est un méta-activateur, en réalité, la position méta, on ne peut pas l'activer vraiment. Ce que l'on peut faire, c'est activer ou améliorer la réactivité du para et ortho, ou pas. Et si tu la désactives, bah, quelque part, tu favorises la méta. Donc voici ce qu'il faut faire pour pouvoir comprendre le sujet sur les substitutions nucléophiles aromatiques et substitutions électrophiles aromatiques. Donc je vous préparerai une correction rapide, et à la limite, je pense que je vais faire soit le pyrrole, soit les PDI, etc. J'en corrigerai un autre. Sur ce, la séance est finie. Je vous remercie de vous être connectés. Je peux répondre à des questions. Je termine l'enregistrement.